tous. Merci d'être là ce soir. Alors, je dois dire que on est très heureux d'abord de vous recevoir. Puis je vois voilà. Ça fait toujours plaisir de voir que vous avez envie de venir, de découvrir. Mais on est très très heureux de recevoir ce soir Jonathan Millet, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Et on est également très heureux, dans le cadre du festival Télérama, de vous permettre de découvrir ou revoir ce film qu'on a sorti au mois de juillet. Il est sorti... Le 3 juillet. Le 3 juillet, voilà. C'est un film que Jean-Fabrice et moi, Nicolas l'a découvert un petit peu après. On a découvert en avant-première, si on peut dire ça, du Festival de Cannes. Et je dois dire que personnellement, ça a été un des films qui m'a... Voilà, où là, je me suis dit, tiens, là, il y a du cinéma, il y a un cinéaste que je ne connais pas. Et c'était une découverte, pour moi en tout cas, dans les 40 films que j'ai vus à Cannes, une découverte vraiment, vraiment importante. Par ailleurs, et c'est aussi intéressant, je tenais à le dire avant de vous passer la parole, et après je me tais, on a eu aussi le grand plaisir, et je tiens à remercier Jonathan Millet de sa disponibilité, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui voyage beaucoup. Mais peut-être vous le savez ou pas, on a un partenariat avec la Semaine de la Critique, et votre film était d'ailleurs en ouverture de la Semaine de la Critique à Cannes, et avec le Syndicat français de la critique, et on a donc un partenariat avec un atelier d'écriture. Je recommence. Un atelier d'écriture critique avec des élèves du lycée, et là en l'occurrence c'est la partie pro du lycée BTP Claude Nicolas Ledoux, dont je vois d'ailleurs une enseignante dans la salle. Et du coup, une cinquantaine d'élèves ont découvert le matin ici, avec des critiques de la Semaine de la Critique, le film que vous allez voir, et Jonathan Millet est venu les rencontrer. C'était le 28 novembre dernier, et donc vous revenez au Vincennes aujourd'hui, devant le public du soir, si je puis dire. Et pour nous qui étions là il y a moins de 2 mois, je pense que ça va être une expérience très intéressante de revoir le film ce soir. Et oui, tout à fait, je vais faire court. Merci déjà de l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir remontrer le film ici. Merci à vous d'être ici. C'est donc mon premier film. Donc, un premier film, c'est toujours particulier de le montrer, d'en parler. Donc, je suis toujours ravi d'être là. Et c'est vrai que j'ai l'impression, on en parlait tout à l'heure avec un spectateur dans la queue qui me disait qu'il ne connaissait rien du film. J'ai l'impression qu'il ne vaut mieux rien en dévoiler. Et donc, nous serons là après la séance. On pourra en parler aussi longtemps que vous voulez, répondre aux multiples questions. Et j'ai l'impression que là, il ne vaut mieux pas que je vous dévoile la fin tout de suite. Et il vaut mieux que vous puissiez vivre le film tel quel. Donc, je vais surtout vous souhaiter une bonne projection et vous dire que nous serons là à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Bonne séance. Merci. Je sais que c'est toujours un peu difficile, mais je ne veux pas non plus vous empêcher de prendre la parole immédiatement après si vous en avez envie. J'ai une question très très simple et basique. Comment vous est venue toute cette histoire ? C'est une question simple qui me permet de me déployer, effectivement. En fait, moi, je viens plutôt du documentaire et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur la question de l'exil et des frontières. Et donc, j'ai fait des films au Moyen-Orient, mais aussi des films qui racontaient les routes de migration et des films qui racontaient ce que c'était que d'arriver en tant qu'exilé dans un pays. Et j'avais envie de faire le film d'après sur cette question qui était abordée dans mes films, mais pas de manière frontale, c'est celle du trauma, celle de à quel point il reste toujours des traces au fond de soi, au fond de son esprit, mais dans le corps aussi, de tous les événements traumatiques qu'on a pu vivre. Alors notamment en tant qu'exilé, quand on est confronté à la torture, à la guerre, au deuil. Et je trouvais que ça touchait à un universel aussi, cette manière dont le corps se souvient, dont l'inconscient garde des traces. Donc vraiment, je voulais explorer à travers un film cette question du trauma. Et j'ai commencé pendant 2-3 ans à reprendre la démarche de documentariste, c'est-à-dire à passer du temps avec des gens.
Et à cette époque-là, on est en 2016-2017, je rencontre beaucoup de réfugiés de guerre syriens. Et donc, ils commencent à me raconter la guerre, la torture, tous ces témoignages qui vont après nourrir ce film. Et je me nourris de ça tout en sentant que c'est pas le bon endroit pour poser une caméra. C'est pas le bon endroit pour démarrer un film, mais en tout cas, on devient proche, une confiance naît. Et au bout de 2 années, il commence à me raconter que parmi tous les Syriens qui sont en Europe, certains sont venus, ont formé des groupes secrets pour aller retrouver, identifier et possiblement dénoncer des criminels de guerre, des gens qui avaient été liés au régime. Cette histoire me paraît absolument incroyable, je suis tout de suite pris par ça, et je sens que, en imaginant faire un film, je vais pouvoir transporter tout mon matériel sur le trauma, toutes mes envies d'aborder cette question à travers un film en mouvement qui raconte ce que c'est que de vivre avec une souffrance ancrée au plus profond de soi et de se poser la question, est-ce qu'il est possible de revivre après avoir tout enduré? Et donc je commence par ces Syriens à rencontrer un contact, deux contacts, et puis on me met en relation avec des gens qui font partie de ces cellules secrètes. Et quand je les rencontre, c'est vraiment au présent, c'est-à-dire qu'ils sont en quête, ils cherchent, et ils n'ont trouvé personne encore. Et dans les premières discussions que j'ai avec eux, donc à travers un écran noir d'ordinateur, les discussions qui respectent l'anonymat, ils commencent à me dire que les gens qu'ils recherchent, ils n'en connaissent pas le visage. Que c'est donc une quête sensorielle, qu'ils vont se fier à des voix, des façons de marcher, des pas, tous les indices qui relèvent uniquement des sens. Et donc à ce moment-là, je suis convaincu qu'il y a un film très fort à en tirer et que tout ça n'amène que des questions de cinéma. Cette idée de cette quête sans voir les visages. Donc là, je sens et je m'investis complètement dans l'écriture en disant qu'il y a un film à en tirer, que j'imagine plutôt en fiction pour pouvoir faire vivre au spectateur l'expérience d'Amid, l'expérience de la quête au présent. C'est-à-dire qu'un documentaire, on présente les choses telles qu'elles ont été. On s'assoit, on est face à la force du réel. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on soit plutôt dans un film de ressenti, qu'on puisse se glisser dans les pas, même dans l'esprit bouillonnant d'Amid. Et pour ça, j'avais besoin vraiment des moyens de la fiction. Un travail avec des comédiens, le son, la musique, mais aussi qu'on puisse vivre, s'identifier aux personnages et vivre les scènes les unes après les autres et tous les grands dilemmes, les grandes questions qui vont porter le personnage, qu'on puisse les vivre. Donc j'ai essayé, dans mon écriture, d'enlever au maximum les informations, de surtout pas inonder le spectateur de trop de dates, de lieux, de faits géopolitiques, pour pouvoir être dans un vrai film de ressenti où on peut le vivre presque comme une expérience immersive, quelque chose où on vit physiquement ce que va vivre le personnage. Et de tous les récits du réel dont je me suis nourri, parce que vraiment, l'idée de la fiction n'est pas du tout pour dramatiser le réel, on est vraiment dans quelque chose de... On raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Ce qui m'intéressait, c'était de penser à comment les faire vivre, comment proposer aux spectateurs de les vivre pleinement. Et donc c'est ça qui m'a amené vers la fiction. Et du coup, d'emblée, à partir du moment où vous saisissez d'un certain côté que ça va être ça le film que vous allez faire, que ça va être de la fiction, et qu'il va falloir travailler sur ce que vous avez appelé, ce qui me fait toujours évidemment plaisir, des questions de cinéma, c'est-à-dire avec un parti pris à la fois de mise en scène dans l'image et un usage très singulier du son. Est-ce que ça vous est venu tout de suite, ou comment est-ce que vous êtes arrivé? Parce qu'il y a quelque chose qui est à la fois très singulier, affirmé, et en même temps justement qui est une affirmation extrêmement délicate, quoi. Il n'y a rien d'asséné dans le film, mais il y a un travail justement de pur cinéma que je trouve passionnant. Donc comment est-ce que vous avez cristallisé ça par rapport à ce film-là, aussi avec peut-être toute cette expérience de documentariste que vous aviez jusque-là? Je pense qu'il y avait 2 axes dans ma démarche. Le premier, comme je l'expliquais, c'est que
au départ, j'étais vraiment confronté au réel, c'est-à-dire à des Syriens qui m'ont raconté leurs expériences, ce qu'ils avaient vécu, et notamment la torture. Et je sens bien que ce sont des récits qui sont tellement frontaux, tellement durs, tellement complexes, que pour mieux les retranscrire, il ne faut pas les montrer de manière trop frontale au spectateur. Moi-même, en tant que spectateur, parfois je me mets en distance quand on veut me raconter quelque chose, mais qu'on me l'assène de manière trop brusque. Donc ça m'a amené à réfléchir à comment relater, comment partager cette violence qui est de la guerre, sans créer de la distance. C'est ce qui m'a amené à me dire, il faut que le spectateur se forge ses propres images, il faut lui laisser du champ et de l'espace sur les sujets qu'on aborde. Et là, ça touche à moi, mon plaisir en tant que spectateur, c'est de pouvoir vivre une partie du film aussi dans mon esprit. Souvent, les images de cinéma les plus fortes que j'ai pu avoir ne sont pas dans le film. Un film vient m'aider à me créer mes propres images. Par exemple, la question de la torture, c'était évident que je ne voulais pas mettre à l'image un cliché un peu bateau, des images un peu sombres, de cris ou quelque chose d'un peu vulgaire. Simplement, avec le temps des plans, je crois à l'idée de faire confiance à chaque spectateur qui peut faire surgir ses propres images mentales, les images que lui évoque la torture. Et ces images, elles seront beaucoup plus fortes pour chacun. Chacun imagine les siennes. Et du coup, ça crée un dialogue entre chaque spectateur et le film. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime vivre les films, m'immerger dedans. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est un film qui n'est pas démonstratif à l'image et qui laisse de la place pour que chacun vienne participer, créer les images manquantes, ces fameuses images qu'on n'a pas besoin de voir, mais qu'on saisit, avec lesquelles on voyage, et que du coup on rend acceptable. Donc on n'a pas besoin ni de se cacher les yeux, ni de prendre de la distance avec le film, parce que le film reste acceptable, et simplement c'est ce que le film fait naître en chacun, qui ancre quelque chose d'un peu organique, d'un peu physique. Et je vois bien là-dessus que dans le fond, souvent l'image est démonstrative, alors que le son vient créer du ressenti, le son vient nous faire travailler au plus profond de notre être et aussi de notre corps. Et donc ça m'intéressait d'avoir des images assez simples et que simplement le son vienne pouvoir évoquer, déclencher quelque chose de beaucoup plus... qui raconte la noirceur en fait de ce qui s'est passé pour le personnage et que donc ce ne soit pas asséné. Donc voilà, c'est une manière en tout cas de parler de cinéma, de dire que l'idée, c'était de pressentir qu'on n'avait pas besoin de flashback, qu'on n'avait pas besoin d'illustrer la violence de la guerre et qu'en fait, le spectateur allait pouvoir le construire. De la même manière, quand mes deux personnages sont face à face dans la cafétéria, il n'y a plus du tout besoin d'effets. C'est-à-dire que j'ai l'impression de croire assez à chaque spectateur, ou en tout cas, c'est ce que moi j'aimerais si j'étais dans la salle, pour que, comme pendant 1h10, on a raconté les enjeux, à quel point les personnages sont chargés d'un très très grand nombre d'enjeux qui leur sont propres, en les mettant face à face, je n'ai plus rien à jouer et toute la tension ne vient que de ce qui se passe dans la tête de chaque spectateur qui est capable de se dire tiens, j'ai peur que Hamid craque, j'ai l'impression que... Et donc le film se joue un peu chez chacun aussi. C'est vraiment cet endroit de cinéma qui m'intéressait de travailler. Je vous passe la parole, mais je dois juste dire une chose. La scène où ils se parlent tous les deux et où Arphaz, c'est ça, donc le tortionnaire, commence à poser des questions anodines. Je ne sais pas vous, mais comme moi, en tout cas, comme on sait que on peut imaginer que cet homme est un tortionnaire, n'importe quelle question anodine et son sourire, je trouve ça terrifiant. La tension de cette scène, vous venez d'expliquer un petit peu absolument comment est-ce qu'on arrive à ce moment-là et pourquoi nous, les spectateurs, on est chargés du coup de tout ce qui ne doit pas transparaître entre ces deux personnages, mais que nous savons.
Et franchement, je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est une scène d'une tension et d'une, comment dire, extrêmement puissante. Et j'ai rarement vu, alors on parlera peut-être de Tawfik Boron, voilà, ce comédien que vous avez peut-être reconnu si vous avez vu La conspiration du Caire. J'avais beaucoup justement éprouvé la torture ou la violence qu'avait subi le personnage d'Hamid, justement en regardant son visage, par toutes les petites postures qu'il a à la bibliothèque, à la cafétéria, comment il joue avec ses mains sur son visage. Et je me demandais comment on travaille, comment vous avez travaillé avec lui, même avec l'acteur qui joue Arphaz dans leur duo à la cafétéria. Enfin, comment on accompagne le travail de ce genre d'acteur sur des thèmes comme ça? Alors effectivement, la question est bien posée parce que c'est vraiment comme ça que j'essaie de travailler. Ce que je leur ai dit, c'est que dès qu'ils allaient parler, dès qu'ils avaient du dialogue, leur personnage devait mentir et donc ne pourrait pas exprimer ce qui se passait vraiment au fond d'eux. C'est ce qui se passe dans les films d'espionnage où on prétend toujours être quelqu'un d'autre, et là, en l'occurrence, Hamid, soit il essaie de rassurer sa mère et il lui dit que tout va bien, soit il essaie de se faire passer pour un étudiant sans problème. Donc je leur ai dit, par rapport au jeu, il faut qu'on élimine complètement toutes les paroles. On mettra jamais d'intention là-dessus parce que ça correspond pas à ce qui se passe au plus profond de vos êtres. Du coup, il ne reste que la gestuelle. Et en même temps, la gestuelle, c'est passionnant parce que à partir du moment où on vient dire c'est un film de détail, un film d'attention, on prête attention à tout et tout est extrêmement signifiant. Donc, avec le comédien principal, on a travaillé que là-dessus. On n'a jamais lu les dialogues, parlé des répliques et tout ça. On s'est vraiment focalisé uniquement sur comment ce personnage s'assoit. Et on s'est dit, tiens, s'il a des cicatrices, il ne peut pas s'asseoir complètement dans le dossier, donc il y a une manière particulière de s'asseoir. Comment il se lève, comment il regarde, comment il regarde quand il commence à être en chasse, comment il ouvre une porte. Et donc pendant des semaines et des semaines, on a essayé de trouver toute sa gestuelle, en se disant, par la mise en scène du film, le spectateur va comprendre que ça ne se joue que dans les détails, et donc c'est ça qu'il faut regarder. Et on en revient à la scène du face-à-face, où dans le fond, moi ce que je leur disais, c'est aucune de vos répliques ne doit être portée par des intentions. Tout ce qu'on va jouer, c'est uniquement les pauses et la distance entre vous deux et le fait de manger ou pas. Et donc, c'est une scène qui dure 12 minutes. Dans le fond, Hamid, simplement par sa position, il vient nous donner accès à ce qui se joue au fond de lui. Et on comprend les moments où il a peur, les moments où il a l'impression d'avoir été reconnu, les moments où il doute, les moments où il va craquer, les moments où il ne peut pas se retenir de poser une question. Il nous y donne accès alors que dans le fond, visuellement, il ne joue rien et que ses répliques sont toujours données sur le même ton. Donc ça, c'était passionnant à faire. Après, c'est un endroit un peu ténu parce que si la gestuelle ne marche pas assez, on a l'impression, nous spectateurs, d'être coupés de l'émotion du personnage. Donc il fallait que ce lien à lui ne se coupe jamais. Mais voilà, on l'a affiné jusqu'au bout. Je me demandais encore autre chose à propos de la scène de la cafétéria. Est-ce que les bruits de mastication, c'est quelque chose qui est rajouté ou proposé par l'acteur, je ne sais pas. Mais... Ce comédien, donc, qui est un comédien palestinien, Tawfik Boron, il avait un peu peur de son accent français. Moi, ça m'intéressait que le film oscille toujours entre les langues et que, par exemple, Hamid, on le découvre parlant français et donc en retenant un peu les mots parce qu'il maîtrise moins le français. Et puis quand il parle arabe, on sent quelque chose de plus ouvert. Enfin, j'aime bien cette manière dont, en voyant un personnage utiliser différemment des langues, on perçoit le panel de l'éventail du personnage. Et donc là, ça m'intéressait vraiment que dans un rapport dans l'idée du rapport de force entre les deux, Tawfik l'emmène vers le français pour justement le mettre à mal. Et Tawfik, qui avait un petit doute, lui, sur son accent français, s'est dit la seule manière de paraître très naturel et que personne ne voit les modestes soucis que je pourrais avoir en accent français, c'est de manger en continu. Donc, il s'est mis à manger en continu. Et en fait,
pour le personnage, c'est parfait. Il y a vraiment cette idée que l'impunité des bourreaux syriens, c'est de pouvoir continuer à manger alors même que se joue quelque chose d'important. Et dans le fond, on a joué plusieurs fois la scène, et pour la dernière, je lui ai dit « Joue comme si tu savais qu'il t'avait reconnu, mais que ça t'inquiète pas. Juste, tu sais qu'il t'a reconnu. » Et en fait, ça le poussait à remanger encore. C'est-à-dire que c'est vraiment une manière de manger face à l'autre, de dire moi, tout va bien. J'ai pas de trauma, je suis pas inquiet. Jamais la justice ne me rattrapera. Et ça raconte quelque chose d'hyper fort. Donc, ça fonctionne assez bien. Mais vraiment, au départ, c'est pour cacher un accent. Moi, je trouve que c'est vraiment aussi un des fils parmi les différents fils comme ça qui tissent les sujets du film. C'en est un qui est très très fort et qu'on ne voit pas si souvent finalement, parce qu'il y a une certaine tendance à toujours vouloir que les méchants finissent d'une manière ou d'une autre par payer, ce qu'on espère, mais voilà, ce n'est pas toujours le cas. Et je trouve que c'est aussi quelque chose que, je ne sais pas vous, mais qu'on éprouve en regardant le film. On éprouve le fait que celui qui est un survivant, qui est passé par cette prison dont je pense que si on avait montré le film, pour ceux qui ont vu le film avant le 8 décembre, peu d'entre nous connaissions ce nom, alors qu'aujourd'hui, je pense que vous le connaissez tous, Zaidania, je ne sais pas le prononcer, moi. Zaidaya, voilà, parce que je le lis que dans les journaux. Mais en revanche, je trouve qu'on éprouve de manière très forte cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce personnage dont, comment dire, le corps et l'esprit sont marqués, mais en même temps pas non plus, c'est pas... Et l'autre qui ne cesse d'être dans une sorte d'insouciance, de liberté, le fait que ce qu'il arrive à enregistrer, la scène du coup de téléphone qu'il ne cesse de réécouter, c'est l'autre qui parle à sa copine, « Oh, tu me manques », etc. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. En tout cas, ça correspondait à mon projet de départ, qui était de me dire que l'endroit de cinéma que je voulais essayer d'atteindre, c'était de raconter l'invisible. C'est-à-dire que ces deux personnages, il fallait pas que ce soient des caricatures. Que l'un soit un espèce de chevalier blanc et l'autre un méchant avec des épaules énormes, des poils. Enfin, on a souvent l'idée qu'on utilise des caricatures au cinéma et que les gens sont des archétypes. Et là, ça m'intéressait de faire une sorte de miroir avec deux jeunes gens qui ont à peu près le même âge, et qu'à eux deux, ils racontent à quel point un pays avait été déchiré du jour au lendemain et que chacun avait fait des choix et qu'ils étaient d'un côté et de l'autre de la ligne. Et que le film allait essayer en profondeur de nous raconter ce qui se joue à l'intérieur d'eux. Mais que si on prenait juste une photo, on ne pouvait pas être sûr de qui était qui éprouvait quoi. Et que le travail, c'est exactement ça. Et que le travail à long terme du cinéma, ou en tout cas de pouvoir... passer tout ce temps avec le personnage permettait d'accéder à ce qui se joue en lui et à comprendre la question du trauma, du lien, et puis le grand dilemme qui le porte dans le fond. Son grand dilemme, c'est de se dire qu'au moment où nous on découvre, c'est quelqu'un qui a tout perdu, qui a perdu sa femme, ses enfants, mais qui a perdu aussi son pays, sa situation, son endroit de vie d'une certaine manière, et son identité aussi. Il est balayé, il fait partie d'un groupe, il ne va plus utiliser son nom. Et que dans le film, la grande question que lui n'ose pas se poser, mais qui est celle qui plane autour de lui, c'est est-ce qu'on peut revivre après avoir tout perdu? Et donc, petit à petit, par cette quête où il va se confronter au mal, il va réussir à se dire qu'il va oser. Et donc, il va oser faire son deuil, se confronter aux images de sa femme et de sa fille, les enterrer et oser quitter son obsession qui est aussi une fuite, mais vraiment son obsession pour cette quête, pour à la fin pouvoir revivre. Et dans le fond, c'est ça le grand mouvement du film. On peut faire une association d'idées.
On peut, tout à fait. Et en fait, ça tient encore une fois à quelque chose dont on a parlé avec Nicolas hier matin ou ce matin, en montrant un autre film. Et vous allez voir, c'est qu'il y a un personnage dans le film qu'on entend et qu'on ne voit pas. Il me semble qu'on a... Alors, il y en a plusieurs, ceux dont on entend les témoignages. Tout à fait. Et le groupe. Pardon ? Et les gens du groupe. Et les gens du groupe. Mais au-delà de ça, alors, ce qui est étrange aussi, mais là, c'est en parlant que je me rends compte, c'est qu'eux sont dans d'autres espaces, dans d'autres lieux. Ils ne sont pas tous dans le même lieu. Et en fait, je vais vous dire à quelle scène je veux arriver, et peut-être je passe par l'autre film. En ce moment, on montre tous les matins les 400 coups à des classes de CM1, CM2. Et dans les 400 coups, il y a une scène qui ne ressemble à aucune autre. C'est la seule en son direct. Et c'est la scène... vous avez tous vu les 400 coups ? Ok. Non ? Bon, alors je spoil pas trop. On va vous le projeter sinon. Demain matin ? Non, c'est samedi. Lundi matin. Antoine Doinel, l'enfance de Truffaut, il est... voilà, et puis il finit en maison de correction. Il y a juste une scène où il est face caméra, c'est la seule en son direct, et il y a un personnage qu'on ne voit pas, mais qui est dans la pièce et qui lui parle, qui est la psychologue, et c'est le seul moment où le personnage de Doinel va pouvoir parler de sa propre... parce qu'elle lui dit, oui, ta mère, oui, ben, ma mère, elle m'aime pas beaucoup, elle m'a eu fille-mère, etc. Et c'est le seul moment où ce personnage dit quelque chose d'extrêmement intime et qui en même temps est quelque chose qui ne peut pas se dire d'habitude. Et j'étais très frappée en revoyant le film, peut-être parce qu'on en avait parlé ce matin, qu'il me semble que cette scène, j'y pense là parce que vous parlez de ce qui se passe, etc., et que c'est la seule scène... Alors, je me demandais même si c'est la proximité des deux films. C'est vrai, ça m'a peut-être frappé inconsciemment. En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on soit toujours avec le personnage et qu'on n'ait pas une longueur d'avance sur lui. Et donc, ne pas avoir une longueur d'avance, ça veut dire que quand il est dans ce bureau avec la psy, il peut pas la regarder. Il est sur autre chose, il est dans son obsession, il serait incapable, 1 heure après, de la décrire. Et ça m'intéresse que nous, on partage son état. Qu'on soit toujours aussi proche de lui et qu'on vienne pas s'agripper à des choses qui n'attirent pas son attention. Dans le fond, ce que j'ai voulu faire sur le son globalement, c'est qu'on comprenne exactement où se situe son attention. Quel que soit le bruit qui est autour de lui, il va rester focalisé sur sa proie, sa quête, et il ne va entendre que les sons qui sont liés à cette personne. Tout comme nous, si on tombe amoureux d'une jeune fille qui est au fond de la salle, on ne va entendre que le bruit qu'elle fait, même si tout le monde pose des questions. Il y a vraiment cette idée de l'attention qu'on traduit souvent en images avec des gros plans, et en fait le son permet exactement la même chose. Et donc, ce qui m'intéressait là, c'est que du début à la fin du film, on est plongé dans la perception du monde qu'a Hamid, et donc les membres du groupe, il les a déjà vus, on n'a pas besoin de les voir, il ne les voit pas, donc on n'a pas besoin de sortir de sa subjectivité. Dans le fond, c'est vraiment ça. Et cette psychologue, pour lui, c'est une étape qui ne compte pas. Il est sur autre chose, il se débarrasse des mots et il passe ailleurs. Ouais. Mais il dit un truc, il dit qu'il n'a jamais dit. Complètement. Voilà. Et finalement, il entend quelque chose puisqu'il y a la scène à la fin, enfin pas à la toute fin, mais quasi la toute fin, où, après avoir vu sa mère sans qu'elle puisse le voir, dans le camp de réfugiés dans la plaine de la Bekaa, il fait cet enterrement symbolique. Tout à fait. C'est-à-dire que au moment où il lui dit, il n'est pas tout à fait capable de l'entendre, mais ça reste en lui. Tout comme ça nous reste, nous, en tant que spectateurs, on a eu plein d'informations, mais cette information nous reste. Exactement. Et dans le fond, c'est l'histoire de quelqu'un qui doit faire son deuil et qui, au départ, a du mal à le faire et qui va mettre un film entier à réussir à faire son deuil. Merci beaucoup. J'aurais un commentaire et puis 3 petites questions. Comme vous y allez. Donc un commentaire d'abord, bravo. C'est un film que j'ai trouvé vraiment remarquable, qui est très très fort et qui a l'avantage de nous rappeler, puisque dans l'actualité, un événement chasse l'autre, que les événements qui sont chassés de l'actualité continuent de durer des vies entières pour
pour bien des gens. Et ça, le film le montre très bien en étant très proche de la réalité. Il montre aussi que l'Europe est bien organisée, que Boudet est entre guillemets est généreuse, qu'on accueille beaucoup de monde, et à la fois des victimes et des bourreaux. C'est très compliqué pour l'OFPRA, on imagine, de savoir qui vient. Et puis, le film, vous l'avez réalisé avant le changement de situation en Syrie. Et aujourd'hui, j'imagine qu'on a beaucoup d'Alaouites, enfin de gens du camp de celui qui est recherché, qui se présente pour l'asile. 3 petites questions. Des fantômes, qui c'est pour vous? Est-ce que c'est les morts qui habitent les héros? Est-ce que c'est ce groupe clandestin qui n'existe pas? Est-ce que c'est les bourreaux eux-mêmes qui se promènent partout où ils peuvent en Europe en changeant d'identité d'un pays à l'autre? Deuxième question, les acteurs, enfin l'acteur principal, je l'ai trouvé vraiment remarquable. Est-ce que vous l'avez empêché de dormir pendant un mois ou est-ce que c'est le maquillage qui lui donne ce visage? Et troisième et dernière question, est-ce que vous avez pensé à un moment ou à un autre en réalisant le film à Portier de nuit, le film de Liliana Cavani, qui n'a rien à voir parce que c'est baroque, délirant, très 70s, et qui raconte une histoire un peu équivalente, avec c'est le groupe adverse qui sont un groupe d'anciens tortionnaires qui cherchent à éliminer les témoins et puis les chasseurs de nazis. Le titre, c'est vrai que moi ça m'intéressait que le film entier se raconte à travers un personnage, mais qu'on ait ce pluriel qui court, qui pèse et qui nous dise bien qu'à travers l'histoire d'Hamid, il y a quelque chose de plus grand et de plus large. Qu'on allait suivre un destin, mais que dans le fond, cette question racontait 10 ans de politique au Moyen-Orient et de rapport à l'exil. Les fantômes, c'est effectivement, d'une part, ceux qui ont fui la Syrie, qui sont invisibles, qui n'existent pas, qui n'existent plus, c'est-à-dire que pour faire partie de ces cellules secrètes, il y a presque une négation d'identité. À un moment, Hamid s'est dissous, et son grand mouvement de fin, ça va être de revenir à ce qu'il est, et quand on est sur son visage à la fin, c'est comme si il allait être capable de redire son nom de nouveau, et ça, c'est une des lignes qui vraiment m'intéressait. Et les fantômes, c'est aussi cette idée que ce groupe qu'on voit au début dans le désert, qui sont donc abandonnés par les gardiens de la prison, c'est vraiment ces moments où les prisons sont surpeuplées et où ils abandonnent des prisonniers à moitié morts dans le désert pour les laisser mourir. Il y a vraiment cette idée qu'ils sont tous des fantômes, c'est-à-dire qu'ils sont presque passés sous la ligne de vie. Et c'est pourtant eux qui vont résoudre ces grandes questions géopolitiques. C'est-à-dire que pendant 10 ans, personne, ni l'Europe, ni le monde entier n'a voulu, on en parlait avant, intervenir en Syrie. Personne n'a été capable de faire quoi que ce soit. Et ces questions de justice et de procès qui sont arrivées en Allemagne comme en France dans les dernières années ne sont survenues que grâce à eux. Et donc, c'est ça qui m'intéressait de le raconter. C'est-à-dire ceux qui se sont vraiment qui sont sortis du champ pour à un moment devenir des vrais héros. Ça m'intéressait de raconter l'histoire, et dans le fond, l'OFPRA, c'est une toile de fond. On voit un moment un visage, mais ce qui m'intéressait, c'était une histoire de Syriens qui règlent leurs questions syriennes, quel que soit le territoire. Après, ça raconte quelque chose de plus large, parce qu'on sait aujourd'hui que tout est connecté. Dans le film, on parle de la Russie, on parle des territoires européens, on parle de la Syrie, mais dans le fond, le film ne vient pas dire c'est l'Europe qui accueille mal, qui devrait fermer les frontières ou quoi que ce soit. On suit vraiment une histoire de Syriens, entre Syriens, qui finit sur la question de la justice. Et après, ces fantômes, c'est aussi dans le fond tous ces exilés qu'on croise. C'est eux, c'est-à-dire eux dans la bibliothèque, dans l'université, à Strasbourg, que personne ne voit et ne remarque. C'est-à-dire qu'ils portent sur eux le poids du monde, le poids de ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit autour d'eux des étudiants qui rigolent, qui jouent, qui s'amusent, qui vivent normalement. Et ça m'intéressait que le film entier vienne raconter la proximité de ces mondes qui jamais ne se
ne se touchent vraiment. Et donc, ces fantômes, c'est aussi ces exilés qu'on ne voit jamais. Cette deuxième question, Hamid. C'est vrai que ce comédien, Adam Bessac, est tunisien. Il est tunisien parce que tous les comédiens syriens que j'ai rencontrés m'ont dit ce film est très important, mais je ne peux pas jouer dedans. Parce que si je joue dedans et qu'on me voit là sur l'affiche, ma famille qui est encore en Syrie va être arrêtée le lendemain. C'est un film qui raconte qu'il y a de la torture, et c'est ce sur quoi Bachar a pendant des années nié et raconté que c'était une invention. Et donc le film raconte frontalement que la torture est liée au gouvernement et liée à Bachar. Et donc à cet endroit-là, c'est éminemment politique. Et pour un Syrien, c'est un engagement énorme d'être le rôle principal. Et donc tous les comédiens syriens qui vivent aujourd'hui en Europe m'ont raconté qu'ils mettaient en danger trop de gens s'ils acceptaient de jouer dans le film. C'est pour ça que je me suis ouvert et que c'est Adam qui donc est tunisien. Et c'est vrai que lui, il n'avait jamais joué en France, il a plutôt des expériences soit en Tunisie, soit aux États-Unis. Et donc, il a ce rapport du comédien qui s'abandonne dans un rôle. Donc après, ce que je racontais, qui était le travail sur le corps, la manière de se dire qu'il allait se construire un corps de quelqu'un qui a été torturé, qui a été en prison, il a passé effectivement 2 mois à chaque nuit regarder en boucle des témoignages et des images de la torture en Syrie, et à ne plus dormir, et à vraiment être dans un état second, totalement à vif, décharné, incapable de discuter de quoi que ce soit d'autre, et chaque jour, il était dans un état pire que la veille. Et c'était sa manière d'être comédien, donc on l'accompagnait au mieux, et ça crée un rapport physique extrêmement fort, et une incapacité de faire quoi que ce soit d'autre que de porter le poids d'Hamid sur ses épaules. Et non, mes réponses ont été trop longues, j'ai oublié forcément votre troisième question. Portier de nuit, bien sûr. En fait, j'ai pas de film en particulier qui pèse pour moi comme une référence un peu écrasante. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fonction des pays, tout le monde me raconte qu'il y a une histoire d'impunité. On a beaucoup parlé du Rwanda, on a parlé effectivement de la chasse des nazis. Quand je vais présenter le film dans les pays asiatiques, on parle de l'Indonésie avec ses bourreaux qui sont restés là. On parle des Chiliens qui sont restés longuement au pouvoir. Enfin, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement universel dans cette idée de l'impunité, de la justice qui va arriver, et que le cinéma a toujours essayé de travailler, parce que c'est un sujet fascinant en vrai, cette idée de s'approcher, de se confronter à l'autre, au bourreau. Et donc, Portier de nuit fait partie de cette dizaine de films, je dirais, qui gravitent autour des fantômes. Mais je dirais pas qu'il y en ait un en particulier que j'ai vraiment pris comme boussole. Vous avez parlé de comment vous avez... Alors, vous avez dit effectivement par rapport aux comédiens, mais il y a quand même, et peut-être que je voudrais un petit peu qu'on passe par là avant de revenir vers un autre fil. Le personnage de la jeune femme syrienne, en revanche, c'est une Syrienne. Voilà. Complètement. Et beaucoup de Syriens ont travaillé sur ce film. Simplement, elle savait qu'elle ne serait pas sur l'affiche. Je dis l'affiche parce que, dans le fond, au moment où le film allait être terminé, le régime n'allait pas le regarder le lendemain pour noter les noms. Il y a vraiment cette idée de quelles images vont être transportées à l'international. Après, dans le fond, elle, qu'on voit beaucoup dans le film, elle fait partie d'une famille d'opposants très, très marqués. Ils ont tous dû fuir, pour ceux qui ne se sont pas fait arrêter. Donc elle n'avait plus de danger. Elle était déjà tellement identifiée comme opposante qu'elle ne risquait plus grand-chose, et que dans le fond, tous les cercles de gens qui la connaissaient avaient déjà dû quitter le pays. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'au départ,
celui qui joue Hamid Adam Bessa est donc tunisien, que Toufik Et palestinien, Toufik Baron. Toufik Baron, l'acteur qui joue le tortionnaire et que vous connaissez de la conspiration du Caire, est palestinien. Donc, comment vous avez travaillé? Vous avez parlé de la question des langues. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la question peut-être de pourquoi est-ce que les signes de reconnaissance et pourquoi est-ce que c'est très important que ça passe les messages par quelque chose qui est la poésie. Mais vous me racontiez tout à l'heure que justement, cette jeune femme qui joue le personnage de Yara, elle est au départ réalisatrice et qu'elle travaillait avec vous sur justement la question des langues, enfin plutôt de la manière. Donc c'est ça dont j'aimerais un peu que vous parliez en fait. Oui, c'est ça. En fait, à tous les stades de fabrication du film, j'ai toujours eu des Syriens comme collaborateurs. Et elle, je lui ai vraiment proposé au départ de m'accompagner pour le casting, qui s'est donc passé sur 17 pays. On a rencontré 180 comédiens arabophones. Moi, j'étais sûr que je voulais un visage qu'on n'avait pas vu. Un visage qui vient ramener de l'authentique, dans cette idée de dire c'est une histoire vraie. Je pouvais pas croire que dès le premier plan, on voit Taharaïm déguisé. C'est quelque chose qui marchait pas. Il fallait qu'il y ait un visage qu'on n'ait pas vu au cinéma et que du coup on puisse croire et se plonger dans le personnage. Et du coup, j'ai rencontré un grand nombre de comédiens égyptiens, libanais, irakiens, qui pour beaucoup ne parlaient ni français ni anglais. Et donc, Hala m'a accompagné et d'une part, elle traduisait, elle faisait les castings avec moi et elle me permettait aussi de sentir où la personne était par rapport à la langue syrienne et à l'accent syrien. Pour certains, ils étaient très loin et ça voulait dire beaucoup de travail. Pour d'autres, ils étaient plus proches. Mais c'était une manière de pouvoir aussi avoir un autre regard que le mien. Moi, je comprends pas mal l'arabe, mais je le parle mal. Et donc, de pouvoir être à deux pour ces questions-là. Donc, on a fait quasiment une année de casting. Et pendant ce temps-là, c'est elle aussi qui a traduit la moitié du film en arabe. La moitié des dialogues du film sont en arabe. Et ensuite, elle a accompagné le comédien Adam sur l'apprentissage de la langue syrienne et ses particularités, et sur son accent. Et donc ça, c'était des mois de travail, puis sur le tournage, puis on a repost-synchronisé certaines consonnes, pour qu'au moment où on projette le film à des Syriens, ce qu'on a fait en projection test plusieurs fois, ils viennent nous dire qui est ce comédien syrien. Et c'est là où on était sûr qu'on avait réussi et qu'on pouvait montrer le film au Moyen-Orient, là où il va sortir bientôt, ce qui était vraiment un endroit de grande joie pour nous. Et on a tous vu des films américains où à un moment un personnage est supposé être français, et en fait il est espagnol ou il est canadien, et c'est compliqué. Donc l'idée c'était vraiment d'être crédible là sur cette question. Puisque vous parlez aussi du rapport à la langue et du corps, il y a quand même une importance de la littérature et de la poésie arabe. C'est le signe de reconnaissance entre Hamid et Yara, et même si on le, c'est c'est un livre de poésie, je crois, dans lequel est écrit le nom de Samiana, le premier pseudonyme. Samiana, le premier nom de ce tortionnaire qu'on cherche. Donc je trouvais qu'il y avait aussi un film, et j'avais envie que vous nous en parliez un petit peu. Complètement. En fait, ce film vient d'abord de la réalité, c'est-à-dire un des membres de ces cellules que j'ai rencontrées était professeur de littérature et de poésie. Et moi, c'est un des éléments qui me semblait les plus forts, c'était de me dire que ces cellules secrètes sont constituées de gens que rien ne prédestinait à ça. J'ai rencontré un chauffeur de taxi, un avocat et ce professeur. Et que donc toutes ces questions de vie ou de mort, de vengeance, de justice, du destin de tout un peuple qui pèse sur leurs épaules, ça me semblait extrêmement fort que ce soit dans les mains d'un professeur de poésie qui se retrouve à devoir jongler avec les plus grands enjeux qui soient. Après, ça m'intéressait aussi de pouvoir sortir de la caricature de qu'est-ce que c'est qu'un exilé. En fait,
dans le cas d'Hamid qui n'a jamais voulu quitter son pays, c'est le cas d'un homme instruit, heureux là où il est, épanoui, et dans un rapport ouvert de culture et au monde. Moi, je suis resté longtemps en Syrie et c'est un pays de culture, ancré depuis toujours, un pays d'écriture, de poésie, de littérature. Et ça m'intéressait de pouvoir, au milieu d'un marasme ambiant, montrer une autre image du monde arabe en mettant l'accent sur ces grands poètes passés et contemporains. Et que ce soit un des endroits en filigrane du film. On a parlé du son, on a parlé du travail avec les acteurs, on a parlé de la langue, on a parlé aussi de l'écriture, de la structure du film, en parlant de cette rencontre et pourquoi elle arrive au moment où elle arrive, c'est-à-dire au moment où nous, on peut, avec nos images manquantes qu'on a créées dans nos esprits, comment ça travaille toute cette tension. Il y a aussi la façon dont vous filmez, à laquelle moi avec votre directeur de la photographie, à laquelle j'ai été extrêmement sensible dès la première fois où j'ai vu le film. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions là-dessus, mais moi ça m'a frappé tout de suite, quoi. Je trouvais que c'était à la fois extrêmement bien filmé, mais surtout avec une grande intelligence sur la question des espaces. Alors je peux peut-être donner un exemple, ça vous permettra de rebondir peut-être. Je pense en particulier, si on repense au début du film, il y a cette première séquence, vous vous souvenez, où on est justement à l'intérieur du camion, et puis ensuite avec ces prisonniers, déjà des fantômes, presque plus tout à fait sous la ligne de vie, comme vous avez dit, au milieu du désert, et puis on se retrouve 2 ans plus tard sur le chantier avec cette espèce de... C'est comme si le sable du désert était devenu la poussière du chantier, et il me semble qu'après on est dans cet appartement très singulier, avec cette comment on appelle ça, ce papier peint très 70s. Comment est-ce que vous avez travaillé aussi justement à la fois sur la question des espaces, des décors, parce que vous avez parlé des langues, mais aussi il y a au fond des espaces alors moi je connais pas Strasbourg, mais voilà, qui sont très situés géographiquement. D'ailleurs, ils sont notés sur l'image. Et puis il y a tout ce qui est les espaces. Oui, l'espace mental, disons. Je pense que le film alternait les deux, c'est-à-dire que ce que je voulais éviter, c'est que le film soit abstrait. Et donc, c'était extrêmement important que ce soit un film qui se passe dans des lieux où il y a toujours du monde, de la vie, et où on est conscience que ce récit se passe aujourd'hui, maintenant, avec d'autres gens qui mènent leur vie, et que ce soit pas un film enfermé dans un appartement où on a l'impression que leurs grands enjeux ne concernent qu'eux et pas le monde. Donc c'est un film où on a énormément de figurants, par exemple. Dans toutes les scènes, on a toujours des gens qui passent, qui rigolent, qui vivent, comme je le racontais tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée d'ancrer cette histoire. Et je trouve que plus il y a de gens autour, plus Hamid est solitaire dans le fond. À porter tout seul sur son dos ces enjeux-là, je trouve que ça rajoute à la dureté de ce qu'il vit. L'idée était d'avoir une espèce de fluidité complète du film, c'est-à-dire que le film ne s'arrête jamais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à l'intérieur du plan d'avoir du temps pour le spectateur qui peut projeter, charger. Quand un film va trop vite, on le vit comme un flux. Ça nous semble efficace, on est pris, mais à la fin, on est moins ancré dans le film. Il n'en reste pas grand-chose. Et moi, je croyais justement au fait d'avoir des plans plus lents, avoir plus de temps dans les plans, pour pouvoir justement, pendant qu'Hamid marche, avoir le temps de nous-mêmes de se poser les questions que lui se pose, avoir le temps de partager ses doutes, de pouvoir se poser ces grandes questions. Qui est-il lui? Qui suit-il? Est-ce que l'homme qu'il suit est bien le bon? Si c'est lui, qu'est-ce qu'il faut en faire? Cette grande question de la revanche, de la justice, de pouvoir les vivre au plus profond de soi. Il ne faut pas être trop long parce que sinon on décroche et on s'ennuie. Mais si on est trop rapide, on ne laisse pas le temps au spectateur de vivre ça. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une fluidité globale où chaque scène semble amener celle d'après avec un son toujours en décalage. Et en fait, c'est le son qui nous met dans l'espace mental d'Hamid. Ce qu'on entend, c'est les conversations que lui se remémore, les choses sont un peu mélangées, les choses ne sont jamais complètement synchrones.
quand il y a une conversation téléphonique, on l'entend avant ou après, en décalage, parce que dans le fond, ça résonne dans sa tête. En fait, c'est que si, après 10-15 minutes du film, on est tellement dans la tête d'Hamid que on se remémore les choses avec lui, sans avoir besoin de les vivre au présent. Sans avoir besoin d'un moment s'arrêter pour se dire, il appelle Nina, sa correspondante, et il discute. C'est parce qu'il est en train de rentrer chez lui, il réfléchit à ce coup de fil, et donc le film, au fur et à mesure de son avancée, s'imbrique en lui-même, s'emboîte. À un moment, tout se mélange, parce que on rentre de plus en plus, on n'est plus spectateur, on est vraiment de plus en plus avec lui. Et c'est vraiment ce travail-là qui permet d'avoir cette fluidité-là, et c'est le son qui nous guide. Pour finir quand même justement sur cette histoire du son, moi il y a une scène, alors j'ai revu le film cet après-midi, malheureusement pas dans la salle avec vous, et donc le son dont vous avez tous perçu l'extrême importance était forcément moins bien que quand on voit le film dans la salle. Mais peut-être on peut finir là-dessus. Une autre scène de ces deux personnages, c'est quand ils se retrouvent sur la terrasse, enfin cette espèce de jardin-terrasse de l'université là. Hein. Et il me semble là que dans la bande son, il y a une sorte de vomissement d'avion, de moteur, on ne sait pas trop. C'est assez fin. Et puis quand ils se retrouvent là, il y a des espèces d'oiseaux un peu étranges. C'est très étonnant, je trouve. En fait, on a énormément travaillé le bloc sonore global du film, dans lequel il y a beaucoup de couches. Il y a une couche qui a été travaillée par un compositeur avec des musiques qu'on entend, qui parfois passent au-dessus du niveau sonore. Mais moi, ce compositeur, je ne lui ai demandé qu'un seul morceau, qui va du premier plan jusqu'au générique de fin. Et donc c'est un morceau avec parfois des creux, mais il y a toujours quelque chose qui reste, qui prépare à ce qui va arriver. Ce qui m'ennuie souvent dans les films, c'est quand à un moment, il n'y a plus de musique et la musique arrive d'un coup comme pour nous dire « Tiens, attention, c'est dans cette scène que tout va jouer » ou « C'est cette émotion qu'il faut avoir ». Donc moi, je voulais qu'il y ait toujours de la musique, même si parfois elle est quasiment indétectable. Elle nous donne l'impression, sur certaines scènes, qu'elle est là, mais qu'on l'a pas entendue arriver parce elle nous a habités, on était déjà là, sa tonalité fait partie du film. Donc dans le fond, ce bloc musical, il est là en continu. Et à côté, j'ai travaillé sur l'idée de la création sonore avec des artistes sonores pour essayer de raconter ce qui se joue physiquement en Hamid, d'essayer d'exprimer par du son ses traumas, son rapport physique, la manière dont son corps se tend, dont il est à vif, dont il ressent de manière physique tout ce qui se joue. Et donc tout ça se cumule, fait des blocs dont parfois émergent un peu plus des choses, parfois moins. Et en fait, l'idée est que jamais on ait l'impression d'un effet trop fort, que jamais on se dit, comme quand on voit Dune par exemple, tiens, le fauteuil tremble, c'est qu'il se passe quelque chose de profond. L'idée était plutôt que ce soit continu et que ça nous interpelle, que ce soit qu'on le perçoive, qu'on le ressente, mais sans que ce soit écouté de manière trop forte. Et donc dans certaines scènes plus calmes comme celle-là, effectivement on a des petits bouts qui ressortent, on les a déjà entendus avant, on le ramifie au moment de crise d'Hamid, où on avait déjà eu les mêmes sons, mais assez bas, on fait nous-mêmes des associations. En entendant un son qu'on a entendu dans une scène compliquée, négative, on se dit, ah bah tiens, là il est en train de craquer, on a tendance à garder une mémoire de tout ça. Et donc pour cette scène en particulier, effectivement, moi ça m'intéressait de me dire qu'Hamid il est à la fin de sa quête, il devrait éviter à tout prix cet homme. L'autre l'invite dans un plan qui paraît douteux. Donc effectivement, il y a de l'angoisse, de l'inquiétude qu'on vit avec lui. Et l'image finale que ça nous raconte, c'est que ces deux personnages qui sont aux deux opposés du spectre, là, ils partagent quelque chose quand même, qui est une espèce de solitude, d'arrachement à un pays, de mélancolie. Et donc, sans se le dire, sans éprouver quoi que ce soit l'un pour l'autre, surtout de la part d'Hamid, qui n'a que du rejet, et ben à un moment, pendant quelques secondes, ils sont dans cette même situation tous les deux, avec des pensées extrêmement différentes, mais il y a cet endroit de croisement qui m'intéresse encore à raconter que tout n'est pas binaire, disons,
et que c'est là leur endroit de croisement. Et que c'est le dernier endroit de croisement, enfin c'est leur seul endroit de croisement, et qu'après, Hamid va en Allemagne et que sa quête prend fin et qu'ils ne se reverront plus jamais, mais que ce silence qu'ils partagent me semblait justement raconter quelque chose de plus large que simplement l'idée que l'un est le bon et l'autre le mal. J'ai une autre question par rapport à cette scène, justement parce que vous parliez de sensorialité, de perception. La scène d'avant, on est au marché de Noël, et là, il y a des lilas, il y a des coquelicots, il y a des herbes séchées. Il s'est passé 6 mois d'un coup. Ça m'a fait un petit... je ne sais plus. Et du coup, ça m'a fait douter de la réalité de cette scène. Surtout, on peut se rappeler quand il dit, justement, dans la cafétéria, « Regarde ici, tout est gris, il n'y a pas la lumière de chez nous. » Alors cela dit, cette explication de douter de la réalité, c'est hyper bien, donc je vais pas du tout la nier. Mais basiquement, dans l'histoire vraie, et ça m'a beaucoup parlé, cette filature, cette observation, elle a duré 9 mois. C'est-à-dire que pendant 9 mois, un Syrien est resté à observer tous les jours le même trajet, les mêmes arrêts dans la bibliothèque. Et au bout d'un mois, il avait toutes les informations et il a passé 8 mois à douter. Qu'est-ce que je fais maintenant de lui ? Et à réfléchir avec le groupe et à se poser des questions. Et donc cette idée du temps qui passe, elle était assez importante pour moi. Donc le film commence plutôt en septembre-octobre. On arrive à un moment où il se rapproche de l'autre au moment de Noël, du marché de Noël, du cœur de l'hiver. Et on a un vrai temps, une vraie ellipse qui est avant qu'Hamid retourne le voir et vienne observer sa main, où on a 2 mois qui passent et on est en mars avec des coquelicots un peu osés, un peu audacieux, un peu plein d'allant à croire au mois de mars, qui viennent là. Et en tout cas, à peu de choses près, ça nous raconte à quel point tout est distendu. Et en fait, ça correspond à cette idée. Est-ce que c'est réel ou pas ? C'est plutôt que pour moi, les temps sont distendus et qu'entre chaque choix, peut-être que des fois 15 jours passent, que cette espèce d'obsession de rien d'autre n'existe que lui, fait que pour moi, Hamid, il est partagé entre son espace mental, on en parlait, chez lui, son appartement, et ces moments qui sont tellement répétitifs, tellement toujours les mêmes, que le temps devient presque irréel. Donc les deux explications concordent finalement. Mais ça m'intéressait d'ancrer le film quasiment sur une année universitaire, puisqu'on imagine que la fin du film, c'est le mois de septembre de l'année suivante, où il a accepté, où il va pouvoir travailler. Et donc se dire que voilà, il va dépasser l'hiver, la nuit et toutes ses pensées noires pour arriver jusqu'à la saison d'après, qu'il a besoin de temps. Ce qui est aussi une manière de reprendre le temps de comment se réapproprier le temps de la vie, quoi. Hein, ce flottement qu'on sent à plusieurs reprises dans le film, qui est là aussi fait partie absolument intégrante de vos parties pris de mise en scène. Hein, ce temps distendu, comme ça, comme une sorte de distorsion un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les moments importants, on les tire, on les serre, que cette scène de face à face. On dit souvent que la force du documentaire, c'est le réel. Et là, c'est du temps réel, d'une certaine manière. On n'a pas l'impression qu'il y a un artifice de montage qui nous crée des ellipses ou autre. On a l'impression de vivre chaque seconde, que tout est pesant, que tout est long, qu'on voit Arfaz qui finit son assiette de riz, qui commande un dessert, enfin que vraiment le temps est vécu. C'est le temps vécu, donc. Est-ce que c'est le temps réel ? Bien sûr. En tout cas, c'est le ressenti, c'est le temps perçu. Et nous, on le perçoit de cette manière-là. Absolument. Et ça crée un rapport particulier aux scènes qui, de manière générale, dans une habitude de grammaire du cinéma, ont tendance à être plus courtes. On a rarement des scènes qui s'étendent, là c'est 12 minutes, et du coup je trouve que ça crée l'idée que tout est possible, qu'on ne sait pas où ça va nous mener. J'aime bien cette idée, moi, qu'on me surprenne en tant que spectateur quand je vais voir des films, et donc je crois aussi à ça. Mais dans le fond, effectivement, le film vient beaucoup travailler ces moments où il ne se passe rien, mais où ça pourrait. C'est ces moments qui pourraient être déclencheurs, et où on est avec le personnage à se dire « et si ?»
Et du coup, on peut étirer ces moments-là. Si je devais demain tourner un James Bond, ce qu'on m'a pas proposé, On ne sait jamais. on sait jamais, j'adorerais faire un film de 2 heures sur ce moment où il a reçu le coup de fil qui lui propose une mission et il hésite. Et pendant 2 heures, on le suit, il est chez lui, il se pose la question. Et il pèse le pour et contre, il y va, il retourne dans son appartement. Et là, on vit une expérience de personnage, c'est-à-dire que on n'ellipse pas, on est vraiment avec lui comme nous, parce qu'on est tous plein de doutes et que les choses ne s'enchaînent pas, tout ça. Je suis pas sûr qu'on m'appelle pour ce film. Ah, allez savoir. Bien écoutez, en tout cas, je voudrais vraiment qu'on remercie très chaleureusement Jonathan Millet.